vous auriez autant de dettes que de chiffre d'affaires. Donc, Ubisoft, de 2007 à 2012, c'est la réalité. Là où ça devient intéressant, c'est qu'on a aussi les projections de 2013 à 2016 de l'ensemble des analystes qui s'intéressent à Ubisoft. Il faut savoir qu'un analyste financier, un vrai, qui travaille chez un broker, dont le métier est de suivre en moyenne une quinzaine de sociétés, va fixer des estimations de chiffre d'affaires, des estimations de résultats, et c'est ce sur quoi vont se baser ensuite les gérants et les salles de trading. Et donc, vous avez ici sur Zone Bourse et sur Fort Traders ce type de données sur l'ensemble des sociétés cotées dans le monde. Là, je ne parle plus des 25 000, je parle de l'ensemble des sociétés cotées dans le monde qui sont couvertes par au moins un analyste. Reuters, qui est notre partenaire privilégié, nous fournit pour l'ensemble des sociétés les estimations des analystes, dont le métier est de couvrir en moyenne une quinzaine de sociétés, ce qui nous permet d'avoir une situation de l'évolution passée du business d'Ubisoft, mais aussi une anticipation, une estimation de l'évolution du business et donc dans le futur. Alors évidemment, si on regarde en 2015-2016, le risque que les analystes soient à peu près soit à côté de la plaque augmente en fonction qu'on regarde dans le futur. Et quoi qu'il en soit, avec ce type de graphique, on a une très bonne visibilité de l'évolution du business de Ubisoft en se basant, un, sur la réalité passée, et deux, sur les estimations futures, au moins celles qui sont proches. Quand on regarde ces graphiques, on remarque quoi? On remarque que c'est une boîte dont le business se développe, qui n'a pas de problème de cash, bien au contraire, elle n'a pas de dette, elle a du cash à la banque. Déjà, première information importante, en un seul coup d'œil. Ensuite, un graphique que vous allez retrouver sur chacune des pages de Zone Bourse, c'est ce petit graphique, ici, là. Ça s'appelle les révisions bénéfices par action. Admettons qu'on ait une sandwicherie qui fait 100 000 € de chiffre d'affaires, qui, on va se baser sur ce type de business, ok. On a une sandwicherie qui faisait 100 000 € de chiffre d'affaires en gros en 2010, qui faisait à peu près 20 000 € de résultats opérationnels à la fin de l'année, et qui potentiellement gagne 2 000 à 3 000 € en fin d'année. Elle a un résultat de 2 000 à 3 000 € à la fin de l'année, alors qu'elle fait un chiffre d'affaires de 100 000. Si vous-même, vous êtes le propriétaire de la sandwicherie, vous allez faire vos estimations de résultats à la fin de l'année. L'année dernière, j'ai fait 100 000 de chiffre d'affaires, j'ai fait 2 000 de résultats. L'année prochaine, si tout va bien, parce qu'on a déjà fait 4 mois et ça se présente bien pour cet exercice, je devrais faire 110 000 € de chiffre d'affaires avec une augmentation de mon résultat. Je table sur 3 000 € de résultats contre 2 000 € l'année dernière, soit une augmentation importante. Eh bien, ce petit graphique vous donne les estimations des analystes en termes de bénéfices par action, c'est-à-dire le résultat net à la fin de l'année divisé par le nombre d'actions. On va se cantonner au résultat net. Il vous donne l'évolution des estimations des analystes pour le résultat net. C'est-à-dire que si aujourd'hui on pense que notre sandwicherie va gagner 3 000 € à la fin de l'année, c'est beaucoup mieux si on pense 3 000 € aujourd'hui, mais qu'il y a encore un mois, on pensait qu'on allait faire 2 500 € de résultats à la fin de l'année. S'il y a encore un mois, le business était vraiment horrible, on pensait qu'on allait être à zéro, on a une révision positive de nos estimations de résultats. C'est-à-dire que ce que l'on pense que l'on va faire comme résultat aujourd'hui est nettement mieux que ce qu'on pensait qu'on allait faire comme résultat hier, avant-hier ou il y a 6 mois. Bien, ce que je vous donne, j'espère que vous m'avez suivi, c'est pas si compliqué que ça. Les estimations de bénéfices par action vous donnent le momentum de l'activité de la société. Concrètement, ici, les analystes attendent pour Ubisoft aujourd'hui à peu près, ce graphique est mis à jour tous les jours, 0,65 € par action. Il y a encore 1, 2, 3, 4 mois, les analystes attendaient 0,60 € par action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les analystes aujourd'hui attendent un résultat 10% plus important qu'il y a 6 mois. C'est très positif sur le cours de l'action, et il ne faut pas oublier qu'une action fluctue en fonction du résultat net d'une société. Quand on regarde ce type de graphique, et quand on pense qu'on a ce type de graphique sur toutes les sociétés, ça vous donne très vite une très bonne idée de l'évolution d'un business. Je vais vous prendre un exemple très concret sur Apple, pour être sûr que vous ayez compris, et que vous ne me preniez pas pour un savant fou. On va aller voir Apple.
on va aller voir l'évolution du business de Apple. De 2007 à 2012, c'est la réalité. En noir, le chiffre d'affaires, en orange, le résultat d'exploitation, en vert, le résultat net. Le chiffre d'affaires se développe fortement, le cours de l'action en a largement profité. On va retrouver cette information ici. Voilà l'évolution du cours de Apple. Voilà. Le point ici, le point de retournement, si je zoome, a eu lieu grosso modo en septembre-octobre 2012. Je vais maintenant regarder les révisions de bénéfices par action, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Les analystes qui couvrent Apple aujourd'hui attendent pour l'exercice en cours 45 $ par action. Quand ils attendaient, donc on va regarder la courbe verte claire qui correspond à l'exercice de cette année, donc le chiffre d'affaires de cette année, le résultat net de cette année, et en vert foncé, vous avez le résultat net de l'année prochaine. Donc vous voyez que le point de retournement ici, il a eu lieu en octobre. À partir de octobre 2012, les analystes qui couvraient Apple se sont dit « Oula, j'anticipais 53 $ par action. » Mais en fait, les ventes ralentissent, en fait, il y a un problème de marge, en fait, après, il peut y avoir plein de problèmes. On ne va pas rentrer dans ces détails-là, je pourrais. Mais, mince, j'anticipais 53 $ par action, je me suis planté dans mes estimations. Je vais modifier mes estimations, et j'attends désormais, non plus 53 $, mais j'attends 51. 50,5. 53,50, vous avez 5% de révision à la baisse d'un mois à l'autre. Et vous avez ici, entre ce point-là et ce point-là, eh bien vous avez 15 $ de révision à la baisse par action, c'est-à-dire, grosso modo, 15 $ sur 60, un quart du résultat qui a disparu. Les analystes ne pensent plus que Apple va faire 50, ils pensent qu'elle va faire 40, qu'elle va faire 60, mais qu'elle va faire 45 $ par action. Ça, sur le cours de l'action, c'est un impact énorme. Admettons que Apple se paye 10 fois les résultats, et bien 10 fois 50 $, ça fait 500 $, et 10 fois 45, ça fait 450 $. Donc, vous avez, à valorisation identique, vous avez une baisse du cours qui suit généralement les révisions de bénéfices par action. Il faut savoir aussi que souvent ce sont des tendances lourdes, et donc c'est des tendances sur plusieurs mois. Alors, maintenant qu'on a ces informations, ce que je viens de vous montrer sur Apple, je l'ai sur HTC Corporation à Taïwan, je l'ai sur Nokia en Finlande, je l'ai sur Samsung en Corée du Sud. Ces informations, vous pouvez les consulter gratuitement sur Zone Bourse for Traders. Eh bien, ce qui va nous intéresser, c'est de classer les sociétés les unes envers les autres, à l'échelle planétaire. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir si Ubisoft a une évolution, son chiffre d'affaires positive, certes, super, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres sociétés dans le monde qui ont une évolution de leur chiffre d'affaires plus importante? Est-ce qu'il n'y a pas des sociétés dans le monde qui ont des niveaux de résultats d'exploitation ou des résultats nets qui sont plus intéressants? Donc on va classer toutes les sociétés dans le monde en fonction d'une batterie de critères, comme on l'a fait sur des critères techniques en fonction des tendances, de la proximité des cours avec les supports à la distance. On va le faire sur des données fondamentales en classant les sociétés sur des critères fondamentaux avec, par exemple, la croissance, la valorisation, la situation financière, la rentabilité. On fixe une note sur 100 à toutes les sociétés cotées dans le monde selon ces différents critères: rentabilité, qualité des publications, visibilité, valorisation, potentiel, rendement, consensus. On classe, on note toutes les sociétés dans le monde en fonction de tous ces différents critères. Ça nous permet derrière de dire, je cherche en France, mais aussi en Belgique et en Hollande, parce que je traite sur le marché d'Euronext, les sociétés qui ont une situation de croissance de leur chiffre d'affaires. Donc je veux que les meilleures sociétés en termes de croissance de leur chiffre d'affaires. Je veux, on va le faire en live, plutôt qu'avec une photo. On va aller dans le Market Screener, profitez de cet outil parce qu'il ne va pas rester gratuit longtemps, si tout ce que je vous dis vous intéresse. Je veux, on a dit, on veut les sociétés
qui croissent. Mais on ne veut pas que de la croissance de chiffre d'affaires, on veut aussi les sociétés qui gagnent de l'argent. On veut, avec tout ça, des sociétés dont le bénéfice par action, comme on a vu sur Apple, on veut que ça révise plutôt à la hausse, c'est-à-dire que les analystes revoient à la hausse leurs estimations de résultats nets pour la fin d'année, et il nous reste en France 4 sociétés. Alors on va élargir un petit peu notre champ d'action, parce que sinon on va déprimer. On va mettre un peu d'Allemagne pour voir. Voilà. Pas grand chose. On a peut-être été un peu trop exigeant. Donc on a été trop exigeant. On va réduire un peu le critère croissance, puisque comme on classe toutes les sociétés cotées dans le monde, les sociétés indiennes ont beaucoup plus de croissance que les sociétés françaises. Et on retrouve des valeurs comme par exemple Hermès. Pourquoi Hermès? Je vais dessus. Hermès International. Vous avez ici un business qui explose littéralement au fil des années. Et vous avez quoi? Un truc extrêmement positif et qui est très rare en ce moment en France, c'est les analystes revoient à la hausse leurs estimations de bénéfices. Grosso modo, les analystes anticipent aujourd'hui 7,50 € de bénéfices par action pour l'exercice en cours, quand ils anticipaient il y a encore 6,50 € il y a un an. Hermès vend plus de sacs que les analystes ne le pensaient. Vous voyez, là encore, c'est une tendance longue, tendance lourde. Ça, c'est très positif sur le cours des actions. Donc, on en revient à la thèse. Le market screener nous permet, et c'est l'outil qu'on utilise, de trier les sociétés et d'investir que dans celles qui se développent, qui sont en bonne santé, qui n'ont pas de dette, qui révisent à la hausse, etc. etc. Et c'est comme ça qu'on fait mieux que le marché. Depuis de nombreuses années maintenant. Et c'est tout ça sur des critères extrêmement factuels. Donc nos ratings nous procurent une vision temps réel de la situation de l'évolution de l'économie mondiale. Pourquoi? Tout simplement parce que ce que je vous ai montré sur Hermès, j'ai noté Hermès avec toutes les autres sociétés cotées dans le monde. Je peux maintenant m'amuser à regrouper les sociétés et les regrouper par pays pour noter les pays. Quels sont les pays où il y a le plus de croissance? Quels sont les pays où on revoit à la hausse les bénéfices par action? Quels sont les pays les moins chers? Et on arrive à ce type de graphique. On est parti de la microéconomie et on arrive à une vision globale, planétaire, de l'évolution du business, de l'ensemble des boîtes cotées dans le monde. Donc vous avez ici la répartition des notes croissance des sociétés cotées dans le monde. On observe quoi? On observe que la croissance, mis à part effectivement quelques pays africains ou vraiment Amérique du Sud, où il y a peu de sociétés cotées et donc qui sont peu représentatifs, on remarque que la croissance, elle se situe où? En Inde, en Chine et en Indonésie. Ce sont les pays qui tirent le monde aujourd'hui. On remarque quoi? On remarque que là où les notes sont les moins bonnes, c'est l'Europe. En termes de croissance, c'est que la croissance qu'on a notée. En Europe, on a un problème de croissance. Vous avez peut-être l'impression que j'enfonce des portes ouvertes, mais en attendant, là, je vous démontre que c'est en Europe qu'on a le moins de croissance à l'échelle planétaire. Là, c'était juste la note croissance. Maintenant, on va regarder les valeurs d'entreprise. La valeur d'entreprise, c'est je sors mon chéquier, j'achète une société cotée, combien ça me coûte? Ça me coûte le nombre d'actions par le cours de l'action, et puis une fois que je l'ai acheté, est-ce que cette société, elle a du cash à la banque? Auquel cas, elle me coûte moins cher que ce que je vais donner pour l'acheter. Admettons que c'est une société vale 100 et qu'elle est 50 à la banque. J'achète 100 et je récupère 50 à la banque et elle m'a coûté que 50. Si cette même société me coûte 100 mais qu'elle a 50 de dette, elle me coûte en fait 150. J'en prends possession, je récupère les dettes, je récupère le cash. La valeur d'entreprise, c'est ça, c'est la capitalisation, donc le nombre d'actions multiplié par le cours d'une action, plus ou moins le cash à la banque. Eh bien, ce ratio valeur d'entreprise, on le compare au chiffre d'affaires pour avoir des multiples de chiffre d'affaires. Par exemple, aujourd'hui, Peugeot en bourse, elle vaut bientôt plus rien. On nous donnera mettre les actions dans la rue. En termes de valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires, on est à 0,11, il me semble. Donc ça veut dire que notre sandwicherie, admettons, qui faisait 100 000 € de chiffre d'affaires, et qui aurait 4-5 000 € de dette, qui flirte avec la rentabilité,
mais qui a une part de marché importante. Aujourd'hui, sur des ratios de valorisation de valeur d'entreprise Peugeot, donc ma sandwicherie, on m'en donne 10 000 euros. Si vous êtes le propriétaire de la sandwicherie, qui certes fait pas trop de chiffre d'affaires, mais a une évolution du chiffre d'affaires qui est relativement stable, gagne pas trop d'argent, et a 4-5 000 euros de dette, est-ce que votre sandwicherie, vous la vendez pour 10 000 euros? Aujourd'hui, c'est ce qu'elle vaut en bourse. Et c'est une des raisons pour laquelle on a du Peugeot en portefeuille, mais en portefeuille trader uniquement, parce que pour le portefeuille investisseur, ou alors presque 1 ou 2 heures par mois, on veut investir que dans des sociétés en pleine forme qui se développent. Mais si on regarde, on en revient à notre map mondiale, eh bien, on observe quoi? On observe que le Japon, c'est pas cher. La Chine, ça n'est pas cher. L'Europe, plus particulièrement l'Allemagne, l'Italie, ça n'est pas cher. La France, milieu. Moins cher que les États-Unis, l'Australie, l'Inde ou l'Indonésie. En termes de valeur d'entreprise, on est en France au milieu de classement, alors que par exemple en Allemagne, on est plutôt pas cher. Alors maintenant on va regarder les révisions de bénéfices par action, ce dont je vous parlais. Est-ce que les sociétés, est-ce qu'on pense qu'aujourd'hui elles vont gagner plus que ce qu'on pensait qu'elles avaient gagné il y a un mois, 4 mois en l'occurrence sur cette carte? Tout ce qui est vert, ça représente les pays pour lesquels les sociétés cotées ont leurs bénéfices par action qui ont été revus à la hausse. Les pays plutôt orange foncé rouge sont des pays où on revoit à la baisse les estimations de bénéfices. C'est-à-dire qu'on pense aujourd'hui que les sociétés vont gagner moins qu'on pensait qu'elles gagneraient il y a encore 4 mois. Les révisions de bénéfices par action. Si vous devez retenir un truc de cette conférence, intéressez-vous aux révisions de bénéfices par action, ça quitte les coups. Eh bien, à l'échelle planétaire, on se rend compte quoi? On se rend compte qu'aux États-Unis, on est plutôt flat, ça ne révise pas à la baisse. L'économie américaine n'irait pas si bien que ça, l'économie américaine. Non, les analystes ne révisent pas à la baisse. On verra un peu plus tard, mais ils révisent même plutôt légèrement à la hausse. Au Japon, très intéressant au Japon. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a vu que c'était pas cher. On a vu que le Japon était dans les pays pas très chers. Eh bien, il est aussi, c'est un des rares pays verts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les analystes revoient à la hausse leurs estimations de bénéfices des actions des sociétés japonaises. On a un pays qui est pas cher, où les analystes sont surpris à la hausse et revoient leurs estimations de résultats nets des sociétés qui composent ce pays. Eh bien, le Japon, ce sera ma conviction forte d'aujourd'hui. Alors vous allez me dire, vous arrivez après le train, mais ça fait un moment que ces graphiques sont tels quels. Ça fait un moment que je suis acheteur du Japon. J'en ai parlé au sein de mon analyse technique, j'en ai parlé au revenu il y a quelques semaines, quelques mois. On a dans le même genre un truc très intéressant, c'est que l'Indonésie, dont on a aussi vu que c'était un des pays qui croissait le plus, revoit à la hausse ses estimations de bénéfices. On a et de la croissance et une révision à la hausse des bénéfices. C'est très positif pour l'Indonésie. Et on remarque surtout qu'à l'échelle planétaire, pas vraiment de crise. S'il y avait une crise, on aurait tous les pays rouges. On réviserait à la baisse à peu près partout. Et en tout cas, de manière agrégée, ça serait rouge. C'est pas le cas. C'est le cas en Europe. Super, on est dernier de la classe. Alors, après, même type de graphique toujours, mais cette fois-ci, c'est le rendement. Donc la capacité des sociétés à verser du dividende. On remarque quoi? On remarque que l'Europe, marrant, on n'a pas de croissance, on révise plutôt à la baisse et on verse des dividendes chaque année. Il y aurait une mesure à prendre par notre super gouvernement, ce serait de taxer les dividendes pour que les boîtes réinvestissent dans leur business, pour qu'elles reprennent de la croissance et qu'elles sortent, qu'elles nous fassent un peu d'innovation. Mais en tout cas, l'Europe est l'une des zones géographiques où on verse le plus de dividendes à l'échelle planétaire. Et vous verrez que c'est quand même intéressant pour l'évolution des cours des actions un peu plus tard. On voit qu'aux États-Unis, à l'échelle de Apple, super société, ils ont du cash plein les caisses, le business se développe à gogo, zéro dividende. Le cash reste dans les sociétés, qu'on en plein, qui le réinvestissent en R&D, et c'est fait partie de ces pays qui ont une croissance
importante. Donc on a beaucoup de rendement en Europe, un peu de rendement en Chine, aucun rendement en Australie et aucun rendement en Indonésie, ou en tout cas c'est un rendement relativement faible. Alors, ce qui va être maintenant intéressant, c'est de faire un mix. Je veux les pays qui sont relativement pas chers, dont on révise idéalement au moins les bénéfices par action, que ce soit neutre, voire aussi, et qui nous donne un bon couple aussi visibilité. On veut des boîtes où on a une visibilité relativement forte sur le business. Si on fait un mix en mettant des pondérations différentes sur chacun des critères importants dans une optique à court ou moyen terme, eh bien, ce qui ressort, c'est que le Japon est un des meilleurs mix, voire le meilleur mix aujourd'hui, en temps réel, au niveau économique. C'est le Japon qui est pas cher, dont on revoit les perspectives à la hausse et qui a une bonne visibilité. Alors, justement, le yen dans tout ça, et bien justement, pourquoi est-ce qu'on revoit le bénéfice par action à la hausse? Eh bien, parfait ce que vous dites. Il y a eu un impact direct de la politique monétaire du Japon sur le résultat des sociétés. Ce qu'ils ont fait a eu un impact immédiat sur les estimations de bénéfices par action. Donc, vous avez appris aujourd'hui comment trader le Forex. Eh bien, vous pouvez tout à fait, en admettant que vous pouvez tout à fait investir sur le Nikkei et vous couvrir sur l'euro yen. Et vous aurez le meilleur mix aujourd'hui à l'échelle mondiale. On retrouve aussi l'Allemagne, la France et les États-Unis. On va faire abstraction de la Russie, il n'y a pas assez de sociétés cotées. Et l'Indonésie, c'est compliqué d'y aller. Le Brésil, le timing n'est pas bon. Par contre, on va se souvenir d'un truc, c'est que si on revient sur les valeurs d'entreprise, eh bien, et la croissance, on retrouve la Chine, on avait une très forte croissance et on avait des niveaux de valorisation très faibles. C'est rare d'avoir ce type de configuration. En gros, les boîtes chinoises sont pas chères et elles croissent fortement. Et en termes de révision de bénéfices par action, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on révisait à la baisse. Ça se stabilise. Si jamais les révisions de bénéfices par action des entreprises chinoises repartent à la hausse, je peux vous garantir qu'il y a un potentiel de progression qui est vraiment super important sur les indices chinois et on peut accéder par ce biais-là, on peut investir sur ce type de stratégie par le biais du Hang Seng par exemple, que je vous montrerai un peu plus tard. Donc les meilleurs mixtes sont l'Allemagne, donc le Japon en premier lieu, l'Allemagne, la France et les États-Unis. Et on a mis la Chine en surveillance pour les critères que je viens de vous donner. Alors, de mon point de vue, on sort de deux crises systémiques. On sort tout juste, peut-être pas encore tout à fait au niveau européen, mais voilà. De mon point de vue, on sort de deux crises systémiques. On a plus cette peur au ventre de voir l'euro exploser. L'argent sans risque ne rapporte plus rien. Aujourd'hui, si vous ne prenez pas de risque, vous allez mettre votre argent dans un fonds euro, en admettant qu'il n'y ait pas de risque. Vous allez sortir du 1%, 2%, 3%, si tout va bien, moins les frais du CGP qui vous l'aura vendu, moins l'inflation, en gros, zéro. Et vous avez le sentiment, en tout cas, que votre cash est à l'abri. Là-dessus, moi j'ai envie de vous dire que l'investissement sans risque n'existe plus non plus. On l'a encore vu avec les Chypriotes il n'y a pas si longtemps que ça. Eh bien, quand on met tout ça bout à bout, finalement, les actions, c'est un actif tangible. Quand on détient une action, on détient une petite partie d'une société. Et à l'échelle mondiale, ce sont les sociétés qui développent l'économie. Ce sont les sociétés qui créent de la valeur, qui créent de la richesse, et qui, pour les plus grosses, en tout cas, ont une vision des business qui sont globaux. Quand ça ne se passe pas bien dans un territoire, dans une zone géographique, on peut tout à fait avoir, avec sur un business hyper étalé, admettons McDonald's, donc, qui a une société qui a une croissance régulière et pour laquelle on sait exactement combien on va vendre d'hamburgers l'année prochaine, eh bien vous avez une très forte... Enfin, je veux dire, détenir des actions McDonald's, c'est moins risqué que détenir de la dette française. Des obligations d'État françaises, de mon point de vue.
Donc les actions sont un actif tangible, c'est quelque chose qui va revenir dans la tête des gens, et plus le marché va monter, plus les gens vont se le redire. Et pour le moment, voilà, donc les actions sont un actif tangible. Alors maintenant, on a vu aussi qu'à l'échelle planétaire, il n'y avait pas beaucoup de sociétés qui étaient en croissance. Donc si vous investissez en actions, il faut bien les choisir. Et il faut choisir des sociétés qui se développent. Il ne faut pas jouer un rebond sur Alcatel, il ne faut pas mettre ses économies sur du Peugeot parce que je vous ai dit que Peugeot ne valait rien. Si vous faites du trading, vous pouvez vous intéresser à Peugeot, mais si vous voulez investir, vous achetez du Alten, vous achetez du Ubisoft, vous achetez du Hermès, vous achetez des sociétés qui se développent. Et en ayant des actions de ce type de société, pour moi, vous aurez un actif tangible de business qui se développe. Et le temps joue pour vous. Alors qu'on était en pleine crise grecque, il y avait plein de sociétés qui faisaient des plus hauts historiques. Donc, de mon point de vue, les bonnes valeurs de rendement vont continuer à être recherchées. Si le Dow Jones est si haut et surperforme autant les autres marchés, c'est parce que les sociétés qui composent le Dow Jones sont des sociétés de qualité qui sont des valeurs de rendement et de croissance et qui versent des dividendes et qui permettent au cash qui ne rapporte plus rien d'être investi et en actifs tangibles et de percevoir des dividendes chaque année. C'est le type d'investissement qui est actuellement fortement recherché. Eh bien, cette approche est relativement positive pour la France. On a vu tout à l'heure, la France faisait partie des sociétés, des pays, avec l'Allemagne, des pays où on avait des rendements qui étaient relativement importants. Eh bien, c'est pour cette raison que nous sommes positifs en premier lieu sur les États-Unis, ensuite sur l'Allemagne, parce que l'Allemagne a des perspectives de croissance plus fortes que la France, et enfin la France. À très court terme, nous sommes encore plus positifs sur le Japon, de par l'impact immédiat qu'a eu la politique monétaire du pays sur le résultat des sociétés qui, par ailleurs, ne sont pas chères. Et on suit de très près l'évolution de la Chine, qui présente des niveaux de valorisation très faibles et une croissance extrêmement importante. Si jamais les révisions de bénéfices par action qui se sont déjà stabilisées se mettent à se retourner, on a un effet de levier sur la valorisation des actions chinoises extrêmement important. Voilà typiquement le type d'approche que l'on a pour trier les sociétés et avoir des convictions sur les indices. Maintenant que je vous ai dit ça, je peux faire de l'analyse technique, parce que je sais si les niveaux vont retenir les cours, je sais si la résistance va retenir les cours ou si elle va exploser. Et c'est quand même l'analyse technique qui permet d'optimiser son timing, mais pour moi elle ne donne pas de sens. Donc j'ai une opinion sur le Japon. Je pense que le Japon va tout droit sur les 15 000. Voilà. Objectif 1, 14 500. Objectif 2, 16 000. Et je pense que c'est pas terminé. Alors évidemment, ceci j'ai déjà dit là, mais oui, Monsieur Morel, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh bien, je vous dis qu'on va aller tout droit à 14 500 et à 16 000. Si vous pouviez l'acheter sur repli pour avoir un meilleur timing, ce serait tout de même mieux. Mais pour moi, on y va tout droit. Vous avez ici le SP500 qui vient tout juste d'enregistrer des niveaux plus historiques. Et le Dow Jones. Le Dow Jones qui, lui, surperforme le SP500. Pourquoi? Parce que dans le Dow Jones, il y a plus de valeur de rendement que dans le SP500 et qu'on va chercher le rendement parce qu'on veut que son cash rapporte, les gérants veulent que le cash rapporte des rendements. Et c'est une des raisons pour lesquelles le Dow Jones a surperformé le SP500. Les marchés américains, pour moi, vont poursuivre sur leur lancée. Le DAX est l'indice européen que nous préférons. On a aujourd'hui des niveaux d'intervention, des niveaux de timing d'entrée qui sont, à mon sens, bons, puisqu'on est relativement proche des niveaux de support. J'anticipe donc mon idéal, c'est le scénario idéal, c'est de se positionner maintenant sur le DAX. Et puis, si on fait des niveaux plus hauts historiques ou si on s'en rapproche, je veux renforcer la position parce que derrière, on va aller tout droit sur les 8600 et 9000 points. Et puis, on a ensuite le CAC 40 Weekly, en données hebdomadaires. Le CAC 40, là aussi, le timing est bon pour se positionner à optique moyen terme et viser les 4000 puis 4150. Ça, c'est le CAC 40 en données quotidiennes. Donc vous avez vu dans le portefeuille trader, on avait des positions vendeuses, mais c'était à très court terme, à l'horizon de 2-3 jours. On a pris une partie de nos bénéfices ce soir. On verra comment début